Nous sommes en mars 2023 et depuis de nombreuses semaines, la France vit l'un des plus importants mouvements sociaux des 40 dernières années autour de la nouvelle réforme des retraites portée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Cette actualité résonne particulièrement avec les travaux de l'enseignant-chercheur Nicolas Da Silva autour de l'histoire de la protection sociale en France depuis la Révolution française. J'ai voulu l'interroger sur deux points en particulier afin de déconstruire certaines idées reçues que l'on se fait sur l'organisation et le fonctionnement de notre système de protection sociale. En premier lieu, sur la question de la gouvernance. S'il apparaît évident à bien des personnes aujourd'hui que la gestion de la protection sociale est l'apanage de l'État social, il n'en a pas toujours été ainsi. D'autres modes d'organisation ont existé, et la création même de la sécurité sociale en 1945 s'est faite sur un autre modèle, celui de l'autogestion. En second lieu, sur la question du conflit. Notre éducation et le discours dominant dans les grands médias nous invitent à penser que les acquis sociaux sont le fruit du compromis et de la discussion apaisée entre les parties prenantes. L'histoire nous enseigne autre chose. Les acquis sociaux, et en particulier ceux de la protection sociale, sont le fruit majoritairement du conflit, que celui-ci soit interne à la société ou externe à travers la guerre entre les nations. Je vous invite donc à embarquer dès maintenant, avec Nicolas Da Silva, dans une discussion autour de la bataille de la Sécu, pour comprendre comment s'est développé notre système de protection sociale depuis 2 siècles et nous éclairer sur l'actualité bouillonnante du moment. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Nicolas Da Silva, Bonjour, bienvenue sur Oser. merci de m'inviter. Très content Euh, d'être là. écoute, moi je suis ravi aussi. On est là aujourd'hui pour parler de ton livre, La bataille de la Sécu, et de tes travaux sur le sujet de la sécurité sociale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de tes activités et de tes recherches? Bien sûr, je m'appelle Nicolas Da Silva, je suis maître de conférence à l'université Paris 13, qui est une université de banlieue parisienne dans le 93. Je suis affecté à un site, c'est une université pluricite aussi de Villetaneuse, dans un UFR d'économie. Donc là, j'enseigne l'économie, mais comme tous les maîtres de conférence, on a un double service. On fait de l'enseignement, on fait de l'administration, de l'encadrement des étudiants et on fait de la recherche, effectivement. Et mes travaux de recherche portent sur la médecine libérale d'abord, et progressivement, je me suis tourné vers des questions plus d'histoire économique, avec cette idée que on se rend compte que la régulation de la médecine libérale ne fonctionne pas, que les politiques publiques n'arrivent pas à résoudre les grands problèmes qui se posent. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, mais comment est-ce qu'on a fait pour inventer des institutions auxquelles on est tous attachés, alors qu'aujourd'hui, il semble très difficile de les réformer. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'apporter un regard historique à mon travail, euh, qui fait l'objet du livre, en fait. Ok, génial. Et du coup, tu l'as un petit peu dit, mais en quoi en fait cette perspective historique est intéressante pour traiter le thème de la protection sociale? Alors, moi, j'ai pas du tout de formation d'historien. Moi, je suis un petit peu comme tout le monde, que ce soit universitaire, citoyen, lycéen, étudiant, tout ce qu'on veut, hein. C'est que mes connaissances historiques sont assez faibles. Je me rends bien compte que la sécurité sociale, euh, en tant qu'institution, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, mais c'est quelque chose dont on dit qu'il faut tout le temps la réformer pour la sauver.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a a priori tous en tête. On voit très bien comment s'organise le débat médiatique, politique et même académique. Comment s'organise-t-il? Eh bien, on nous dit qu'on a changé de monde, on n'est plus au temps des Trente Glorieuses, on n'est plus dans l'après-guerre et que maintenant nos entreprises sont dans une concurrence internationale, qu'il y a de la fraude, des abus, et que la Sécu, c'est vachement bien. Et tout le monde est globalement d'accord pour dire ça, avec des nuances, bien sûr. La Sécu, c'est très bien, mais c'est plus adapté à notre monde. Et donc, pour la sauver, il faut la réformer. Et donc, je crois qu'on a tous un peu ce contexte général dans la tête. Et l'intuition qui est au fondement du livre, c'est vraiment de pointer un paradoxe qui est le suivant. Aujourd'hui, on nous dit cela. On nous dit que la sécurité sociale, il faut la réformer pour la sauver parce que le monde a changé et que finalement, on peut plus trop se la payer. Donc, il faut cibler les gens qu'on va aider et ceux qu'on va pas aider. Sauf que la sécurité sociale, quand on regarde d'un point de vue historique, ça a été créé à un moment de grande pauvreté. La sécurité sociale, si on se concentre sur le texte qui est le mieux connu, ou en tout cas la date qui est la mieux connue, c'est 1945, c'est les ordonnances d'octobre 45, 4 et 19 octobre. Mais en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, 45, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Quand on sort de la guerre de 45, on est bien plus pauvre que quand on rentre dans la guerre en 39. On est bien plus pauvre en 39 et en 45 qu'aujourd'hui. En 45, il faut savoir que, bon, évidemment, toute une partie du pays est détruite. Euh, il y a des niveaux de pauvreté qui sont extrêmes, notamment les ouvriers, qui retrouvent un niveau de pauvreté proche de ce qu'ils connaissaient au 19e siècle, qui perdent quand même 50 ans de gains de richesse en quelques années de guerre. Les gens vont manger avec des tickets de rationnement jusqu'en 49. Il y a des pénuries dans plein de secteurs, notamment sur les questions du charbon, etc., etc. Et pourtant, ils font la Sécu. Et moi, c'est ce paradoxe qui m'a intéressé. Pourquoi eux, ils ont été capables d'inventer une institution aussi progressiste à une période aussi difficile, et nous, on serait incapables, alors qu'on n'a jamais été aussi riches, de l'étendre. Et c'est pour ça que j'ai été amené à me poser des questions en termes d'histoire économique. Et finalement, l'un des enjeux du bouquin, c'est d'essayer de déplacer le regard qu'on porte habituellement sur la sécurité sociale, en particulier sur la santé, puisque c'est mon domaine de compétence, la sécurité sociale, c'est plus vaste. Alors, déplacer, ça veut dire quoi? Déplacer le regard, c'est de dire que finalement, bien sûr, il peut y avoir des enjeux financiers avec la sécurité sociale, mais le principal enjeu, c'est pas un enjeu financier, le principal enjeu, c'est un enjeu politique. Pourquoi ce qui est impossible à un moment donné, d'un point de vue d'économie politique, de rapport de force, devient possible? Et finalement, c'est ça la question que je pose, parce que ce soit en 45 ou aujourd'hui, euh, des enjeux financiers, il y en a toujours, de la pénurie, il y en a toujours. Mais les circonstances peuvent faire qu'on décide, malgré tout, d'étendre les droits. Et d'autres circonstances peuvent faire que on les restreint, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un peu ce type de questionnement qui m'amène vraiment à déplacer la focale, qui peut être celle habituellement des économistes ou des universitaires, qui est de dire que finalement, voilà, on a, euh, on a un État qui est là pour appliquer les choix démocratiques des individus et que, bon, finalement, on peut, à travers le vote, on peut, à travers la discussion, on peut, à travers notamment les outils qui sont produits par le monde académique, les évaluations, etc., etc., changer les choses. En fait, finalement, quand on regarde d'un point de vue historique, c'est pas un bilan coût-avantage d'un économiste qui fait qu'en 45, on fait la Sécu. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est pas un bilan coût-avantage des économistes qui fait que on n'étend pas la Sécu. Ouais, mais d'où le titre, effectivement, la bataille de la Sécu, et on va y revenir, notamment à cette histoire de conflit et l'importance des conflits comme moteur des acquis sociaux. Euh,
Merci pour cette partie, introductive et maintenant je te propose de rentrer, un petit peu plus dans le vif du sujet et alors on va pas refaire complètement le livre, hein, puisque, bah, c'est pas l'objet de la discussion, ça serait bien trop long et puis en plus, moi j'espère que les gens vont le lire parce qu'il est vraiment génial. Je pense que j'ai mis 3 jours à peine à le lire, le soir dans mon lit. Il est absolument passionnant, il y a pas trop de détails techniques, ce qui fait qu'il est excessivement accessible, mais il est enfin voilà, il est vraiment génial. En plus, j'avais eu l'occasion de t'écouter venir le présenter à Toulouse, à la librairie, Terra Nova, donc c'était encore plus chouette dans cette continuité. Moi, j'ai été marqué, déjà quand tu ouvres le livre, par cette différence que tu fais et qui ne m'était, absolument pas, connue, en fait, entre l'état social et la sociale. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce que c'est que cette différence et en quoi c'est éminemment important pour comprendre, en fait, l'histoire de la protection sociale? Alors d'abord, merci beaucoup pour tous ces compliments, c'est super sympa. Euh, Effectivement, tu as raison de le dire, le livre en introduction insiste sur la différence entre l'état social et la sociale. Alors, évidemment, je vais présenter ce que signifie pour moi cette distinction, mais pour moi, ce n'est pas un point de départ, c'est un résultat de la recherche. Je le présente en introduction parce que c'est comme ça qu'on fait habituellement, hein. Mais pour moi, évidemment, je rentre dans ma recherche avec cette idée que bah, l'état social, c'est finalement la chose, la réalité, le phénomène qui permet de voir grandir les formes de protection sociale publique dans le temps. Et comme c'est coutume de le faire dans le monde académique, il y a cette idée que bah, l'état social, tout au long du 19e et surtout du 20e siècle, se développe. Pas forcément de façon linéaire, il y a des à-coups, mais il se développe. Et cet état social se développe en opposition à des formes anciennes d'État qui étaient l'État guerrier, on dit en anglais, hein, l'opposition entre l'État social, le welfare state, et l'État guerrier, le warfare state. Et donc, il y a cette idée, moi c'est avec ce type d'hypothèse que je rentre dans mes recherches, hein. Donc l'idée que bah, l'État social, c'est un renouvellement des formes de l'État qui prend enfin en compte les désirs, les aspirations des classes populaires. Euh, Sauf que le résultat auquel j'aboutis, c'est de mettre en évidence deux formes de protection sociale publique. L'une qui est l'État social, l'autre qui est la sociale. Alors, ce résultat, on pourra peut-être discuter ensuite de comment j'y arrive, mais pour présenter d'abord les deux concepts, l'idée, c'est que les formes de protection sociale publique ne sont pas nécessairement étatiques. Souvent, on confond ou on prend pour synonyme le public et l'étatique. L'idée dans ce livre, l'idée quand j'essaie de retranscrire ce que je vois dans mes recherches, c'est que l'étatique n'épuise pas toutes les formes du public. Bon, et ça, c'est des choses qui sont finalement assez banales quand on y réfléchit, hein. On voit bien que bah, les collectivités territoriales, la mairie par exemple, c'est du public, elle peut faire des choses publiques, mais qui ne sont pas étatiques. Et en réalité, aujourd'hui, évidemment, euh, on a de plus en plus la tendance à confondre les deux, hein, le public et l'étatique. Et donc là, l'enjeu, c'est de bien distinguer plusieurs formes du public. L'état social, c'est des formes de protection sociale obligatoire qui sont portées, dirigées par l'État central. L'État central, quelle que soit sa version, ça peut être une version d'empire avec Napoléon, quel qu'il soit d'ailleurs, Napoléon le premier ou Napoléon III, hein, mais ça peut être aussi un État républicain. Ça peut être la Troisième République, alors et la seconde, même s'il est très éphémère, la première, bien évidemment, à la Révolution française, et bien entendu la quatrième et la cinquième qu'on connaît un tout petit peu mieux. Et donc, ça, c'est une première forme de protection sociale. La seconde forme de protection sociale que j'essaie de mettre en évidence, c'est ce que j'appelle l'asociale. Alors, l'asociale, c'est l'idée de dire qu'il y a des formes de protection sociale qui émergent dans l'histoire, mais qui ne sont pas des formes qui sont portées, dirigées, gouvernées par l'État. C'est des formes qui sont auto-organisées. Et souvent, elles sont auto-organisées contre l'État.
avec cette idée que l'État ne veut pas forcément le bien des, des personnes pour qui il met en place des politiques publiques. Alors, l'enjeu, donc c'est d'abord un enjeu évidemment politique, c'est-à-dire qui dirige. Est-ce que ces formes de protection sociale publique sont dirigées par l'État ou est-ce qu'elles sont dirigées par les intéressés eux-mêmes, par l'autogouvernement? Et évidemment, le fait de savoir qui dirige les politiques publiques va avoir une importance sur la forme concrète des politiques publiques. Et donc, lorsque la sociale va avoir une tendance à avoir des politiques qui sont plus universalistes, plus proches des besoins des gens, puisque c'est eux-mêmes qui dirigent les politiques dont ils vont bénéficier, l'État social va avoir tendance à mettre en place des politiques publiques qui sont plus conformes à ses intérêts à lui en tant qu'État. Et donc, on aura des formes de protection sociale et des politiques publiques qui vont avoir des formes différentes, notamment il va y avoir des formes de paternalisme social, il va y avoir des compromis et des partages de terrain entre l'État et le marché. C'est ce qu'on voit en particulier aujourd'hui. L'État social n'est pas du tout en contradiction avec le marché et le capital, ils sont associés. C'est-à-dire que donc, il y a toute une littérature en économie, en sociologie, pour montrer à quel point c'est l'État qui construit le marché. Donc c'est bien l'État social ne disparaît pas en ce moment. Alors il disparaît évidemment relativement, c'est-à-dire en proportion, on peut considérer que les réformes cumulées font que l'État social croît moins que ce qu'il aurait pu croître si on avait le même niveau de droit qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. etc. Mais l'État social n'est pas en train de disparaître complètement. Il est encore très puissant. Et c'est important qu'il soit puissant pour le capital, par exemple, parce que c'est parce qu'il est puissant que l'industrie pharmaceutique se porte bien. C'est l'État social qui solvabilise avec gourmandise, avec la spéculation de l'industrie pharmaceutique sur les marchés. Ce qui est possible avec une forme politique où l'État dirige, elle est forcément moins possible quand c'est les intéressés eux-mêmes. Et donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de distinguer les formes de contrôle politique sur les formes de protection sociale. Et Alors, je pardon, t'interromps, excuse-moi. non, je t'interromps Nicolas, parce que en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, et j'en reviens en fait à cette distinction entre biens étatiques et biens publics autogérés, on va dire, puisque en économie, quand on étudie un petit peu l'économie, on apprend qu'il y a des biens publics, des biens privés, des biens communs et des biens tribaux. Généralement, c'est un peu les quatre types de biens qui existent. Mais en revanche, c'est vrai que dans les biens publics, on ne rentre pas dans le cœur d'analyse de qui gère, qui décide, en fait, au niveau de ces biens. Et c'est vrai que derrière, on dit donc bien public est vraiment synonyme de bien étatique, que ce soit une gestion au niveau de la commune, au niveau de la région, au niveau de la métropole, au niveau national, etc. Mais on ne prend pas en compte la capacité, en fait, de créer des biens publics qui sont autogérés. Et du coup, j'avais une question. Est-ce que sur ce que tu appelles la sociale et ces biens publics autogérés, on n'est pas plus proche en fait du bien commun? Ça va dépendre toujours des définitions, bien sûr. Là, vu comment dire, les distinctions que tu proposes, euh, oui, pourquoi pas, le bien commun. Enfin, euh, j'ai pas d'opposition à cette idée de dire que la sociale, c'est du commun. Euh, L'enjeu pour moi, c'est surtout vraiment cette question de comment on conçoit le politique. Et si la recherche, elle a une dimension très forte sur le point de vue politique et historique, c'est parce que en fait tout ça s'inscrit dans des débats qui s'ouvrent au moins à la Révolution française, avec la distinction entre d'un côté la démocratie, c'est-à-dire l'exercice direct du pouvoir par les intéressés, par les citoyens, et ce qu'on va appeler en sciences politiques le gouvernement représentatif. Hmm. Pour nous, il paraît évident que nous vivons dans des démocraties au sens où il y a certaines libertés qui sont garanties, c'est-à-dire le droit de vote, les libertés d'expression, etc., etc. Bon, alors évidemment, tout ça est très contestable. On vit en ce moment dans un mouvement social où ces libertés sont contestées. Mais ce qu'il faut avoir en tête,
c'est que historiquement, il y a évidemment de grosses oppositions sur la façon dont on définit les organisations politiques. Et donc, moi, sur ces questions-là, je suis beaucoup plus sensible, parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé, à cette opposition entre gouvernement représentatif et démocratie, que les distinctions qu'on fait classiquement en économie, Ok. parce que comme tu l'as dit toi-même, la question concrète du gouvernement dans le public, elle se pose de façon différente. Elle se pose, hein, de toute façon, l'État, c'est un sujet très important pour les économistes. Et il y a des gens qui considèrent que l'État, c'est le représentant, le garant de l'intérêt général. Et il y en a d'autres qui disent, en fait, exactement l'inverse, c'est pas le garant de l'intérêt général. Il y a des gens qui disent que l'État peut être capturé, qu'il a beaucoup de difficultés à, à garantir cet intérêt général. Au contraire, il se réduit aux intérêts particuliers des élus. Donc il y a des choses, hein, mais moi, c'est pas vraiment ma littérature, donc je suis pas forcément très à l'aise pour en parler. Parce que, encore une fois, mon opposition phare, c'est celle qui est entre gouvernement représentatif et démocratie. Et du coup, on voit bien que l'État social tel que j'en parle, tel que j'en ai parlé jusqu'à maintenant, c'est plutôt sur le gouvernement représentatif, alors que la sociale, on se rapproche plus de formes de démocratie directe, avec des conceptions du pouvoir qui sont effectivement très différentes. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu justement plus dans ces conceptions? Parce que je suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde, en fait, puisque malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais quand on entend démocratie aujourd'hui, en fait, et c'était le cas pour moi encore il y a quelques années, jusqu'à ce que je m'intéresse à des questions comme l'anarchisme notamment, la démocratie, c'est évidemment en fait la démocratie représentative avec des élus qui décident pour le reste du peuple. Et en fait, on ne sait pas penser autrement ce que peut être la démocratie. Donc, quand tu dis en fait, il y a une opposition entre le représentatif et la démocratie, au sens de démocratie directe, euh, qu'est-ce que tu entends clairement comme démocratie directe? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Et comment est-ce que peut-être déjà ça a fonctionné? Peut-être qu'on peut rentrer dans quelques exemples historiques pour montrer que bah, voilà, c'est pas quelque chose de farfelu, d'utopique, une vision voilà, qui n'aurait jamais existé, mais sont bien des choses qui sont très concrètes. Alors d'abord, il faut dire que ces oppositions, gouvernement représentatif, démocratie, État social, la sociale, c'est, disons, des idéotypes au sens de Weber, c'est-à-dire que c'est pas forcément des choses qu'on observe de façon pure dans la réalité, mais c'est des concepts qui permettent de penser et de distinguer les formes sociales concrètes. Alors, pour expliquer concrètement les différences, il suffit d'aller notamment au moment où elles ont été pensées, c'est-à-dire à la Révolution française, en partie bien sûr, hein. À la Révolution française, comme on le sait, la Révolution, elle est faite au nom de la citoyenneté de chacun. Donc c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde doit avoir le droit de s'exprimer, de participer à la décision politique. Sauf que, évidemment, très rapidement, dans les événements de la Révolution, ce qui va se passer, c'est que euh, euh, la, la population va prendre ces choses-là au sérieux, et notamment les classes populaires rurales et urbaines. C'est-à-dire que on va se dire, voilà, si c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun a le droit de prendre part aux décisions et au fonctionnement politique de la société. Et en fait, dès le début, il va y avoir une tension très forte entre deux types de révolutionnaires, pour faire rapide, hein, évidemment. D'un côté, les révolutionnaires bourgeois, c'est-à-dire détenteurs des moyens de production, c'est-à-dire dans les classes plutôt aisées de la population, qui n'avaient pas ou très peu de pouvoir politique sous l'Ancien Régime et qui en acquièrent avec la Révolution. Et de l'autre côté, les classes populaires rurales et urbaines qui, elles, vraiment tirent la langue parce que c'est difficile pour elles et elles se disent, un nouveau régime politique dans lequel on aura le droit de dire ce qu'on pense et de changer la vie en fonction de ce qu'on pense. Et la tension là-dessus, elle va se poser sur quel problème? Sur la propriété privée. Parce que, évidemment, autant les bourgeois, ils veulent bien les libertés politiques, les libertés publiques, sauf que ils veulent bien jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que jusqu'au point où on ne remette pas en cause leur propriété privée. Et c'est pour ça que très rapidement, il va y avoir cette tension entre les bourgeois et puis, disons, les classes populaires.
Et les bourgeois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont très rapidement essayer de s'allier avec les aristocrates un peu plus progressistes. Et après 1789, le premier résultat de la Révolution, c'est la monarchie constitutionnelle de 1791. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le roi reste en place, que toute une partie de l'aristocratie et du clergé reste en place. Il y a une tentative de compromis, et dans cette monarchie constitutionnelle, le roi a un pouvoir important, mais surtout, les droits politiques ils sont différents en fonction de type des citoyens. Il y a des citoyens qui sont appelés actifs et des citoyens qui sont appelés passifs. En fait, les citoyens actifs, ce sont ceux qui sont les plus, comment dirais-je, les plus les plus riches, parce qu'ils ont le moyen de payer l'impôt, et parce qu'ils ont le moyen de payer l'impôt, ils ont des droits politiques supérieurs à ceux qui sont les citoyens passifs qui n'ont pas le droit de payer l'impôt. Donc on voit bien que cette conception de qui doit décider, elle va pas de soi. Et alors pourquoi elle est comme ça? Parce que à l'Assemblée, des gens comme CIS disent, oui, la démocratie, c'est pas ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement représentatif. Parce que les classes populaires, elles savent pas ce qui est bon pour elles. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont peur qu'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de leur intérêt. Ils viennent de faire la révolution et ils veulent pas aller trop loin parce que sinon ils perdent leur pouvoir à eux. D'où la radicalisation un peu plus tard en 93, où finalement on va y avoir une constitution jamais appliquée, mais la constitution de l'an 2, qui cette fois-ci va séparer qui va abolir toutes les distinctions entre types de citoyens et va remettre en moins en partie la propriété privée dans le contexte aussi d'économie d'hier. Donc, et donc dès ce moment-là, il y a des conceptions différentes de ce que signifie la fin du pouvoir du roi et le pouvoir pour tous. Pour tous, d'accord, mais via des représentants ou l'exercice direct. Et donc, il y a il y a la conception qui gagne, parce que c'est elle qui détient les richesses matérielles et puis les richesses armées, hein, disons, enfin les forces armées. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont une conception représentative de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut des représentants parce que ces représentants, en fait, ils sont réputés quand même beaucoup plus raisonnables. Hein, et de fait, ils sont plus raisonnables au sens où ils défendent les intérêts, euh, euh, les intérêts de la propriété privée. Ça se retrouve sur des questions de protection sociale. Moi, mon bouquin, c'est pas ça. Moi, je développe pas énormément ces questions-là. Je m'inscris là-dedans, je m'inscris dans ce contexte, mais mon bouquin, il détaille pas tout ça, qui est très bien détaillé par tout un tas de gens. Euh, mais à mon avis, l'histoire de la protection sociale en France, elle s'inscrit complètement là-dedans, complètement dans cette histoire d'opposition entre des gouvernements représentatifs et démocratie. Pourquoi? Parce que dès le début, l'État qui ressort de la, comment dirais-je, qui ressort de la Révolution, c'est un État qui va choisir de ne pas mettre en place des formes de protection sociale. Et alors, on pourrait se dire, OK, mais comme les autres avant, c'est-à-dire comme ce qui se passe avant la Révolution. Et donc, à ce point-là, il faut faire un petit topo sur ce qui se passe d'un point de vue économique et social. La Révolution française, elle marque un moment symbolique et matériel important dans la transition du féodalisme vers le capitalisme. Donc, c'est des formes d'organisation économique et sociale, bien sûr, qui sont différentes. Dans le féodalisme, donc c'est pour les économistes, pour les historiens, il y a une façon d'expliquer le féodalisme en utilisant l'organisation en ordre, les trois grands ordres, avec celui qu'on connaît bien, la noblesse, le clergé et le tiers d'état. Donc trois grands ordres dans la société, et pour ces ordres, ils ont tous une fonction. La noblesse, elle assure, elle a une fonction de charge d'armes, c'est-à-dire qu'elle défend les gens vis-à-vis de l'extérieur, mais si elle assure l'ordre à l'intérieur. Le clergé a une fonction spirituelle de gouvernement des âmes, mais très concrètement des gens aussi. On va le revoir juste après. Et enfin, le tiers-état, qui comprend à la fois les bourgeois, mais aussi les classes populaires, lui, il a une fonction de production. Et donc, dans tiers-état, il y a des choses très différentes. Hein. Bon, ça, c'est une organisation, disons, c'est l'organisation féodale d'Ancien Régime. Et la Révolution, elle marque un processus qui est en fait un processus très long, hein, qui est de basculement de ce type de société, une société capitaliste, avec d'un côté des bourgeois et des prolétaires, c'est-à-dire des gens qui détiennent les moyens de production et des gens qui doivent vendre leur force de travail pour,
pour subvenir à leur propre existence. Et alors, oui, et la protection sociale dans tout ça? Eh bien, en fait, le basculement d'une société à l'autre va changer complètement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les formes de la protection sociale. Dans une société féodale, ceux qui ont la charge de la protection sociale, c'est le clergé. Alors, ce n'est pas que le clergé, mais c'est essentiellement le clergé en France à la fin de l'Ancien Régime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le clergé qui va avoir la charge d'organiser les hôpitaux, qui s'adresse à la masse la grande masse des gens qui sont dans des situations de misère. Alors, évidemment, les hôpitaux, ils font la charité pour les malades, mais pas que pour les malades, c'est toutes les formes de misère. Alors, le problème qui se pose, c'est que à la Révolution française, il va y avoir un mouvement de radicalisation de la déchristianisation. Depuis déjà longtemps, le clergé perd en influence, mais à la Révolution, c'est très important parce qu'il perd ses ressources principales et son patrimoine. Il perd ses biens, les biens du clergé sont vendus pour financer la Révolution, euh, et il perd aussi ses financements parce que les impôts spécifiques qui lui permettaient de vivre, comme la dîme, sont supprimés. Et donc l'institution, et là on en vient à mon sujet, l'institution qui portait euh, l'essentiel de la protection sociale, si on veut, bien elle disparaît. Elle disparaît progressivement, hein. C'est pas, tout ça se fait pas en un jour. Il va y avoir par exemple des religieuses dans les hôpitaux. À cette époque-là, c'est essentiellement des religieuses qui sont dans les hôpitaux. C'est pas des médecins, ils savent pas soigner de toute façon. Les religieuses dans les hôpitaux, il va y en avoir jusqu'au XXe siècle. Mais évidemment, là, il y a un moment d'effondrement très important. Et donc, la question qui se pose, alors elle ne se la pose pas exactement comme ça, avec ces mots-là, mais la question qui se pose d'un point de vue concret, c'est, mais finalement, si l'hôpital n'assure pas la charité, qui va le faire? Et dès le début, 1789, dans les premières discussions dans les assemblées, la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour assurer maintenant la charité? Est-ce que l'État n'est pas redevable vis-à-vis de ses citoyens? Et se pose déjà la question de savoir justement est-ce qu'il faut mettre en place un système de sécurité sociale, alors ça ne se dit pas dit comme ça, mais un système de protection sociale qui couvre tous les citoyens ou une partie des citoyens pour les cas où ils sont malades, où ils sont trop vieux, etc., etc. Et il y a des choses, il y a des développements qui sont extrêmement contemporains, des raisonnements très avancés. Ce n'est pas du tout des sociétés arriérées, hein, contrairement à ce qu'on peut penser spontanément. Euh, Au contraire, par exemple, sur les cas de la santé, il est déjà question de savoir si ça ne vaudrait pas la peine d'avoir un officier de santé dans chaque commune, dans chaque division géographique, qui aurait pour charge de soigner les malades, de leur donner de la farine, des médicaments. Alors de la farine, pourquoi? Parce qu'à l'époque, soigner, c'est surtout être en capacité de donner à manger aux gens, parce ce sont souvent des gens très très pauvres. Euh, et donc on voit que c'est des choses qui sont extrêmement avancées, des débats très 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 avancés. L'officier de santé, hein, c'est un type particulier de profession qui existe, qui n'est pas un médecin, parce que des médecins, il y en a très très peu, et c'est une classe sociale ultra privilégiée qui peut y avoir accès. Donc l'officier de santé, c'est le professionnel de soins reconnu qui est le plus en capacité d'organiser ce type d'offre de soins. Et donc les questions sont déjà là. Et dès le début, l'État va dire non. L'État va dire non, il va refuser de se faire social assez rapidement, en tout cas pour l'instant, et il va mettre en avant cette idée que de toute façon, on ne peut pas faire le bien des gens contre eux, et donc il faut développer la libre prévoyance. Et donc déjà, on a l'opposition entre d'un côté des gens qui disent qu'il faut faire l'État social, alors c'est pas les mots, hein, mais c'est ça, mais il faut mettre en place une forme d'État social, et d'autres qui disent non, non, il faut que les gens s'occupent d'eux par eux-mêmes, et ce qu'on va développer à cette époque-là, c'est les caisses d'épargne, avec cette idée que si vous avez peur d'être malade quand vous êtes au travail, si vous avez peur d'être un vieux pauvre, eh ben, mettez de l'argent de côté dans vos caisses d'épargne, dans les caisses d'épargne. Donc c'est la thématique de la libre prévoyance. Et Nicolas, ce que tu viens de nous expliquer, c'est effectivement la question de est-ce qu'on veut un État social ou pas et dans quelle mesure, mais on reste en fait dans une logique étatique. Et par rapport à ça, quelles sont les formes autogérées en fait de social qui existent à cette époque-là ou qui se mettent en place? Alors, c'est très important, cette question, et j'allais justement y venir, mais il faut bien faire le lien entre les deux, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi l'articulation entre l'État social et la sociale. On voit bien qu'à la Révolution, les problèmes se posent comme aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mes travaux, hein, c'est-à-dire que la plupart des façons de formuler les problèmes
elle se pose de façon assez identique entre le 19e et le 20e. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir de la fraude? Est-ce qu'on a les moyens de payer tout ça? Est-ce qu'il faut être plutôt dans l'assurance individuelle ou collective, etc., etc. Et la situation à laquelle on arrive à la fin de la Révolution, c'est que l'État ne veut pas se faire social. Parce que, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a peur de la fraude, il a peur que ça coûte cher, etc., etc. Euh, et donc, la situation des classes euh, populaires, qu'elles soient urbaines ou rurales, hein, on a une époque où c'est essentiellement des ruraux, la population, est la suivante. D'un côté, l'État refuse de se faire social, et on a aussi le recul de la charité chrétienne, mais de l'autre côté, on a un monde du travail qui devient de plus en plus violent. Pourquoi? Parce que le monde devient capitaliste de plus en plus et les conditions de travail pour le capital sont extrêmement dangereuses. L'urbanisation conduit à des situations sanitaires extrêmement dangereuses pour la santé et donc le 19e siècle, il va y avoir plein de travaux qui expliquent que les nouvelles formes du travail ou les nouvelles formes de la vie dans un monde qu'on peut qualifier aujourd'hui de capitaliste, sont dangereuses pour la santé. Et donc, ni l'État, ni le capital ne veulent faire quoi que ce soit pour la santé des travailleurs. Et c'est pour ça qu'ils vont s'auto-organiser. Ils ne s'auto-organisent pas parce qu'ils sont, comment dire, plus vertueux ou parce qu'ils défendent une théorie plus radicale. Alors évidemment qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'auto-organisation, c'est d'abord le produit de l'absence euh, de politiques menées par les dirigeants, les classes dirigeantes. Et c'est parce que les classes dirigeantes ne s'occupent pas des classes dirigées, ou très mal, que les classes dirigées s'auto-organisent. Et elles vont inventer des premières formes de protection sociale que je range dans la catégorie la sociale, parce qu'elles sont autogouvernées. Alors, de quoi je parle? De ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels. Évidemment, ces sociétés de secours mutuels, elles nous font tout de suite penser aux mutuelles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Sauf qu'elles n'ont rien à voir. À cette époque-là, les sociétés de secours mutuels, qu'est-ce que c'est? C'est des caisses, d'abord des associations. Hein, ce sont des associations globalement de personnes, de travailleurs qui mettent de l'argent ensemble dans des caisses pour organiser des formes de sociabilité et notamment des formes de protection sociale. Les caisses à cette époque-là, elles ne financent pas l'accès aux soins comme aujourd'hui. D'abord, ce qu'elles financent, c'est euh, des, euh, des banquets pour organiser justement la sociabilité des membres. Elles organisent le paiement de ce qu'on appelle aujourd'hui des indemnités journalières. C'est-à-dire quand un membre est malade, le premier problème qu'il a, c'est pas de se soigner, c'est de pouvoir continuer à manger alors qu'il n'est plus rémunéré. Euh, Elles vont financer aussi éventuellement l'accès à des soins ou bien à comment on appelle ça, des médicaments ou bien des herbes, parce qu'à l'époque, les herboristes sont bien plus importants que ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que face à l'inaction des classes dirigeantes, on va s'organiser par nous-mêmes. Et alors, ce qui est très étonnant pour nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces premières sociétés de secours mutualistes, elles font ça alors que c'est interdit. Il faut savoir qu'à la fin de la Révolution, en fait même dès le début de la Révolution, il y a des lois qui sont passées pour interdire ce qu'on appelle aujourd'hui les syndicats, c'est-à-dire interdire des organisations dans lesquelles des travailleurs se coordonnent pour agir. Alors, agir éventuellement contre des patrons pour l'augmentation des salaires, mais agir en règle générale. Donc, c'est des choses qui sont connues, hein, c'est la loi Le Chapelier, le décret d'Allard. Et en fait, c'est interdit de faire ça. Mais ils le font quand même malgré les interdictions parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir améliorer leur propre sort. Et c'est comme ça que se développent donc, ces institutions. Elles se développent contre l'État, bien sûr, mais aussi contre le capital. Et ces formes de mutuelles, elles vont être à l'origine, lointaines bien sûr, mais à l'origine des formes d'assurance sociale qu'on va connaître à la fin du 19e et surtout au 20e siècle. Donc on voit bien que c'est très différent. L'État social, en fait l'État social, il est déjà en discussion, mais les classes dirigeantes ne veulent pas le faire. Et elles ne veulent pas le faire parce que en fait, les gens qui sont élus dans ces assemblées, ils n'en ont pas besoin pour eux. Et donc, comme
et ils ne le font pas, bah, ceux qui en ont besoin, ils s'auto-organisent pour faire ce dont ils ont besoin. Et c'est ça l'enjeu de qui contrôle d'un point de vue politique les institutions. Bah, parce que quand on contrôle d'un point de vue politique les institutions, on peut chercher à imposer, à mettre en place des choses dont on a besoin. Et Nicolas? ça ne passe pas par l'État, pardon. Non, 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 Ouais. non, mais si je résume un peu trivialement, ça veut dire qu'on est dans une situation, là, au début du 19e siècle, et après tout au long du 19e siècle, où finalement, d'une part, l'État, en fait, n'a pas envie de faire la sociale, mais parce qu'on baigne déjà dans une idéologie liée à l'individualisme aussi, dès ce moment-là. L'État fonctionne de pair avec le capital, puisqu'ils sont tous les deux liés, le pouvoir économique et le pouvoir politique fonctionnent main dans la main, et n'ont pas d'intérêt finalement à essayer d'aider les plus démunis, qui ne sont vus que comme une force de travail. Et du coup, eux, qui ne sont ni aidés d'une part par l'État, ni par le pouvoir économique ou le capital, décident donc de trouver de nouvelles manières, en fait, de subvenir à leurs besoins les plus primaires grâce à une certaine autogestion et qu'on appelle donc la sociale. C'est ça. Et alors, je voudrais simplement ajouter une chose, hein, c'est que dans ce livre, j'insiste sur deux rapports sociaux très importants, que sont le capital et l'État. Ça fait partie des forces de la domination contre lesquelles s'élèvent les classes dominées. Mais il y en a d'autres, et notamment le clergé. Parce que, évidemment, il ne faut pas tout réduire à capital-État. Il y a d'autres choses qui existent, et notamment le clergé. À cette époque-là, l'État fait le jeu du capital, c'est vrai, mais pas que. Il fait aussi le jeu du clergé. Et à la fin de la Révolution, mais aussi avec le Premier Empire, mais aussi le Second d'ailleurs, l'État fait une large place au clergé qui est un agent de contrôle de la population. Donc tout ça est évidemment compliqué par le poids du clergé, donc qu'on a oublié un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est excellemment résumé. C'est la thèse que j'essaie de défendre. Et alors, c'est vrai que bon, si les gens écoutent un peu le podcast depuis quelques temps, ils se rendent compte que j'essaie aussi d'apporter quelques recherches sur justement qui interrogent la place de l'État, puisque en fait, quand on est privilégié du système, et quand on n'a jamais eu à se poser la question de est-ce que l'État fonctionne ou non contre moi ou est-ce qu'il défend mes intérêts, c'est très difficile en fait de réaliser que l'État n'est pas forcément le défenseur du bien commun en sens de défendre le bien pour tous. Et que l'État peut être en fait le défenseur d'une certaine classe en fait, uniquement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la classe qui lui permet d'être élu en démocratie représentative, par exemple. C'est la classe qui va le financer plus particulièrement, etc. C'est tout ce qu'on va retrouver très tôt en fait chez Marx. Hein. C'est la bond-holding class que Marx appelle, mais c'est des choses qui se retrouvent aussi dans les travaux du sociologue Benjamin Lemoine, que j'ai interviewé à ce micro, sur les questions de la dette. C'est des travaux qu'on va retrouver chez Julia Cagé aussi, sur la question du prix de la démocratie et du financement même des partis politiques. C'est bien évidemment ce qu'on va retrouver dans les travaux de David Graeber aussi, sur la naissance de l'État, des empires, etc. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de farfelu, de gauche radicale, d'anarchiste, etc. C'est quelque chose qui est documenté par la recherche et qui est important de questionner en fait pour comprendre aussi pourquoi en fait il y a des conflits, pourquoi en fait il y a aussi des frictions au sein des sociétés sur ces questions-là. Ce qui m'amène en fait, par cette petite introduction à ma question qui est pourquoi, en fait, peut-on dire que le conflit, justement, est moteur des acquis sociaux et justement, avec l'exemple de la sécurité sociale? Typiquement, là, tu l'as présenté, en fait, il existe différentes manières de répondre, notamment suite à la Révolution au 19e siècle, mais on voit qu'après, tout au long finalement du 19e et du 20e, il y a d'autres formes, en fait, de protection sociale qui vont s'inventer, avec l'État qui, par certains moments, va décider de reprendre un rôle de protection sociale et décider de s'imposer, parfois revenir en arrière, avec parfois aussi le capital, donc le pouvoir économique qui va jouer ce rôle-là de protection sociale, etc., etc. Donc comment est-ce que tout ça s'organise? Et
Et comment est-ce que, en fait, on pourrait déconstruire cette idée que finalement les acquis sociaux ou les avancées sociales sont l'œuvre uniquement du compromis et non du conflit. Et notamment aujourd'hui, on est donc le 29 mars 2023. Voilà, je pense que c'est important en fait pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui dans la rue de remettre un peu un éclaircissement là-dessus. Alors, merci pour tous les gens que tu as cités qui font effectivement partie du débat contemporain sur cette question. Et globalement, si on veut ranger les différents types de critiques ou de questionnements sur la question de l'État et de la démocratie, euh, on peut dire qu'il y a une critique, disons, euh, interne aux formes de démocratie qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le gouvernement représentatif. Cette critique interne, c'est de dire, comme tu l'as dit, comme le disent certaines des personnes que tu as citées, que bah, même si on accepte le principe de la représentation, bah, il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'il y a beaucoup d'abstention, parce que le financement des partis fait que la lutte entre les camps n'est pas acceptable, parce que les médias font que, enfin, l'organisation économique et politique des médias fait que certaines idées sont favorisées au profit d'autres, etc. Donc ça, c'est une critique interne. La démocratie représentative, le gouvernement représentatif ne sont pas mis en cause en tant que tels, mais les formes concrètes peuvent être discutées. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont très discutées. Mais il y a aussi une critique externe, c'est celle à laquelle moi je me rattache un peu plus, qui est de dire que de toute façon, la représentation, elle implique nécessairement le fait qu'il y ait une délégation de pouvoir, et cette délégation de pouvoir, elle pose un problème en soi. Donc il y a ces deux types de critiques. Moi, je pense que les deux types de critiques sont évidemment très pertinentes et il faut les articuler. Alors évidemment, comme le bouquin, c'est pas vraiment un bouquin de sciences politiques, j'en serais d'ailleurs incapable, hein, c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine de compétence. Mais l'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de critiquer d'abord, moi, c'est critique externe et de dire que dans l'État, euh, la forme qui est souvent choisie, c'est le gouvernement représentatif. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a d'autres formes d'organisation du politique qui sont beaucoup plus décentralisées et en fait où les intéressés ont beaucoup plus de pouvoir direct. Hein. Bon. Et alors, sur ce que tu dis à propos du conflit, évidemment, l'un des enjeux très importants de ce bouquin qui est présenté dès l'introduction, c'est évidemment de reconnaître euh, toutes les dynamiques, enfin toutes les causes de la dynamique des institutions, c'est-à-dire le progrès technologique, c'est-à-dire la croissance économique, tout ça participe évidemment à la modification des institutions et notamment des institutions de protection sociale. Mais dans le cas spécifique de la protection sociale, j'attire l'attention sur le fait que l'une des raisons les plus importantes qui voient naître des institutions de protection sociale publique, c'est pas tout ça, c'est le conflit. Et en fait, c'est très contemporain. Hein. Évidemment, si je vais chercher loin dans l'histoire, c'est aussi pour répondre à la question contemporaine d'abord. Hein. Euh, euh, Habituellement, on nous explique, et c'est le débat citoyen hein, auquel évidemment je contribue et auquel je m'intéresse, que finalement les politiques publiques, elles doivent faire l'objet de discussions et de compromis, et que c'est bien naturel que ça se passe comme ça. Et il faut éviter le conflit. D'ailleurs, comme tu l'as dit, en ce moment, on est en pleine réforme des retraites et il y a du conflit. On voit beaucoup de conflits. Et on se dit souvent, et on entend dire que c'est quand même terrible qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait du conflit et pas de compromis. Euh, D'un point de vue historique, d'histoire économique, ce qui est structurant pour comprendre la naissance des institutions de protection sociale, c'est le conflit. Et deux types de conflits. Le conflit social, qu'on peut appeler lutte de classe, si on veut, et donc, dans ce cas-là, ça va être les révolutions, les révoltes qui vont donner naissance à des grandes lois de protection sociale. C'est la Révolution française, par exemple, mais ça va être aussi plus loin la Révolution de 1848, qui va donner lieu de proche en proche à la légalisation des mutuelles. J'en ai pas parlé, mais les mutuelles vont être légalisées plus tard dans le 19e siècle. Et donc, toutes les formes de lutte sociale qui permettent d'obtenir des conquêtes. Mais ça va être aussi une autre forme de conflit qui est aussi très importante, c'est le conflit armé, guerrier, entre nations. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire que les grandes lois de protection sociale en France, elles se font dans la continuité de grandes guerres. Et donc, cette idée selon laquelle la Sécu, c'est le compromis, elle est quand même
assez dur à tenir, parce que la Sécu, elle vient souvent, enfin les institutions de protection sociale, la Sécu de 45 en particulier, elles viennent souvent de situations extrêmement conflictuelles, que ça soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue euh, euh, interétatique. Et alors, le cas typique, ce qui me permet de continuer dans la critique de l'État social, si tu me le permets, c'est la Première Guerre mondiale. Tout au long du 19e siècle, il va y avoir les débats dont j'ai parlé à propos de la Révolution française, c'est-à-dire des débats pour savoir est-ce que l'État se doit d'être social, est-ce qu'il doit mettre en place des politiques publiques pour les plus précaires, pour l'ensemble de la population, que ce soit des formes d'assurance pour tous les assurés ou des formes d'assistance pour les plus pauvres. Donc, ces débats sont très importants, sauf que dans les statistiques de dépenses publiques, la place des dépenses de l'État dans le PIB ne bouge pas entre la Révolution française et 1914. On est à peu près à 10%. C'est ce qui fait dire un sociologue qui s'appelle Murad qu'en fait l'État social en France avant 14 n'existe que dans les débats. On en parle, on en parle, on en parle, mais on ne fait rien. Et donc, c'est quand même très important à avoir en tête, hein, surtout quand on nous dit souvent que la protection sociale, c'est le compromis. En fait, non. Il y a beaucoup de discussions, mais il ne se passe rien tout au long du 19e siècle. Qu'est-ce qui va donner naissance à l'État social? C'est pas la discussion apaisée, tranquille entre les députés. D'ailleurs, quelle que soit la façon dont ils ont été élus, hein, c'est-à-dire indépendamment du régime politique. Ce qui va donner naissance aux formes de protection sociale telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça va être la guerre, et un type particulier de guerre qui est la guerre totale. Alors, il y a toute une partie de la littérature en histoire et en sciences politiques qui explique que la naissance des États-nations en Europe provient de la guerre. Pourquoi? Parce que les seigneurs qui existaient se font la guerre, et quand ils se font la guerre, ils doivent lever l'impôt, monter des armées, et donc ça construit des administrations, ça nécessite des fonctionnaires, etc. Et donc c'est dans la guerre que naissent les États-nations. C'est notamment un sociologue qui s'appelle Charles Tilly qui explique ça de façon assez convaincante. Alors, c'est le cas de ce qui se passe en Europe, hein. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça partout, hein. C'est jamais des règles universelles, hein. Et alors, ce qu'on essaie de faire avec des collègues, parce que là, c'est aussi le fruit de travaux collectifs, hein, ce qu'on essaie de faire avec des collègues, c'est d'expliquer que si l'État naît par la guerre, l'État social naît par la guerre totale. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, euh, dans le début du XXe siècle, de nouvelles formes de guerre qu'on appelle les guerres totales. Qu'est-ce que c'est que les guerres totales? Des guerres totales, c'est des guerres dans lesquelles l'ensemble de la population est mise à contribution, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Elles se distinguent des guerres qui peuvent avoir lieu auparavant, parce que les guerres d'avant, que certains appellent le sport des rois, ce sont des guerres qui sont relativement isolées du reste de la population et de la société. Alors évidemment, quand vous êtes sur le champ de bataille, quand vous vivez près du champ de bataille, vous êtes victime de pillage, vous êtes victime éventuellement des combats, etc., etc. Mais le reste du territoire n'est pas forcément impacté par la guerre. Alors il est impacté parce qu'il faut prélever des impôts, mais l'impact est relativement mineur, surtout comparé aux guerres du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui sont des guerres totales, où il y a une abolition complète de la distinction entre le soldat et le citoyen. Tout le monde est invité à faire la guerre. La guerre se fait à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et donc ces types de guerres-là, elles vont réorganiser toute la société. Elles vont réorganiser toute la société, et c'est ces guerres-là qui vont donner naissance à l'État social. Donc l'État social, ce n'est pas le produit du compromis, ce n'est pas le produit de demandes pacifiques. L'État social, c'est le produit de la guerre, et d'un type particulier de guerre qui est la guerre totale. Alors comment? On peut expliquer ça à trois étapes. Première étape avant la guerre, deuxième étape pendant la guerre, et troisième étape après la guerre. À ces trois moments, il va y avoir une articulation particulière du développement entre guerre et État social. Alors, avant la guerre, quelque chose qui est assez connu, c'est le fait que les politiques de population, c'est-à-dire d'aide aux familles nombreuses, elles vont se développer en France du fait de la peur de la prochaine guerre face à la Prusse. Alors, j'explique rapidement le contexte. À la fin de la guerre franco-prusse de 1870, 71, la peur des républicains, une fois qu'ils ont écrasé la Commune de Paris, qui est une autre forme de la sociale, hein, la peur des républicains qui sortent vainqueurs,
c'est la guerre suivante, quand on ira à nouveau se taper avec les Allemands. Et dans ce cadre-là, donc tout est organisé pour préparer la suivante. Mais l'une des tragédies pour les gouvernants de l'époque, c'est le fait que les femmes françaises font moins d'enfants que les femmes allemandes. Et donc, il y a un débat public très important autour de la question de la dépopulation et des moyens d'y remédier. Alors évidemment, tout ça peut paraître très ancien, mais j'attire l'attention des auditeurs sur le fait qu'en ce moment, sur le débat sur la réforme des retraites, euh, des éléments de la droite et de l'extrême droite expliquent que notre problème, c'est que les femmes françaises font pas assez d'enfants. Donc, c'est pas des choses qui sont complètement ahistoriques, hein. Euh, et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, puisque nos femmes ne font pas assez d'enfants, il faut les aider à faire des enfants. Ça, c'est pas des discours qui sont tenus par des gens qui sont marginaux. Non, c'est des discours qui sont tenus par des gens qui sont au gouvernement, par des classes dirigeantes, par des gens qui font partie des classes dirigeantes. Il y a plein d'associations qui se développent, notamment une qui est dirigée par un ancien militaire qui s'appelle le capitaine Simon Maire, qui dit qu'il faut que l'État rende aux familles, aux mères de famille, le cadeau qu'elles font à la nation. Et quel est ce cadeau qu'elles font à la nation? Bah, ce sont des ouvriers qui vont pouvoir travailler dans les usines, mais c'est aussi des soldats qui vont mourir sur le champ de bataille. Et donc, c'est comme ça que vont se développer les politiques familiales d'aide aux familles nombreuses. Alors, les familles nombreuses, ce n'est pas 3 enfants comme c'est le cas aujourd'hui, c'est au-dessus de 4. Et on va développer donc des bons pour ces familles nombreuses pour qu'elles aient un peu plus de facilité et inciter à ce qu'il y ait plus d'enfants. On va criminaliser l'avortement, la publicité pour l'avortement. On va libéraliser le mariage parce que si c'est plus facile de se marier, bah, il y aura peut-être plus d'enfants. On va créer des institutions pour réfléchir à toutes ces choses-là qui sont en lien avec le Parlement. Et donc, ce sont les premières politiques familiales qui naissent de cet impératif. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien pour les familles qui reçoivent ces aides. Mais on voit bien que ces aides, elles ne viennent pas de la bienveillance d'un État qui se soucie de chacun de ses enfants. Elle vient de son appétence à préparer la future guerre. Donc ça, c'est dans les préparations. Alors, il y a d'autres exemples, hein, je laisserai les auditeurs les découvrir dans le bouquin, par exemple. Mais il y a d'autres choses qui font que cette première politique sociale se développe dans la préparation à la guerre. Mais ce qui change beaucoup et massivement, évidemment, c'est ce qui se passe pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, il y a un changement assez radical de la relation entre la société et l'État. Pendant une guerre, on ne peut plus laisser faire les marchés. Les marchés, c'est la coordination décentralisée, euh, ou en tout cas centralisée dans chaque porteur de capital. Mais si on laisse faire les marchés, eh ben, la guerre, on va la perdre. Parce que la guerre nécessite un niveau de coordination très important, et donc ça nécessite du commandement. La place de l'État va prendre une importance très forte sur tout un tas de décisions, notamment des décisions d'allocation des forces de travail, mais aussi d'allocation du capital. C'est lui qui va décider quels sont les secteurs dans lesquels il faut mettre de la main-d'œuvre, dans quel secteur il faut mettre du capital pour produire des armes, des munitions, pour produire des outils indispensables à la victoire. Et donc là où l'État intervenait relativement peu, ça ne veut pas dire qu'il n'intervenait pas, mais relativement peu avant 14, il va de plus en plus intervenir à partir de 14. Et c'est sur des sujets très importants, hein. Donc allocation du travail, allocation du capital, mais aussi sur des choses qui aujourd'hui nous paraissent éminemment liées à l'État social. Par exemple, l'impôt sur le revenu. Euh, Quelqu'un qui n'est pas un grand radical, qui s'appelle Thomas Piketty, a travaillé sur les questions d'imposition. Ce qu'on sait le moins, même si c'est quand même bien su, c'est que ses premiers travaux, son premier bouquin, mis à part sur les retraites, c'était un bouquin sur l'impôt en France, et il explique comment, à partir de la naissance de la Troisième République, 4 septembre 1870, il y a des débats très importants pour réformer l'imposition. Et ça parle sur le oui à la déclaration de guerre. Donc on voit bien à quel point c'est la guerre qui va façonner euh, le changement de l'État. C'est la guerre qui va rendre possible ce qui était impossible auparavant. Et ce n'était pas impossible pour des raisons économiques, c'était impossible pour des raisons politiques. Et donc se développent comme ça des façons d'agir qui sont propres aux États tels qu'on les connaît après-guerre, c'est l'État social. Et évidemment, le troisième niveau, c'est évidemment les conséquences de la guerre.
Il y a un lien très très fort, et c'est d'ailleurs peut-être l'un des plus forts, entre les conséquences de la guerre et l'état social. Au sortir de la guerre, il y a des destructions très importantes, des destructions évidemment matérielles, mais aussi dans la population. Il y a évidemment des décès, mais il y a aussi des gens qui reviennent blessés. Il y a aussi des gens, pour ceux qui ne reviennent pas, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des handicapés. Et c'est dans ce contexte qui va devenir très bouillonnant socialement, évidemment. On a envoyé les gens à la guerre, et on se rappelle qu'avant-guerre, il y a des gens comme Jaurès qui disent qu'il ne faut pas que les classes populaires se tapent entre elles, les classes populaires allemandes se tapent avec les classes populaires françaises. Ça n'a aucun sens. Il faut se retourner vers les causeurs de guerre, c'est-à-dire les capitalistes, qui, eux, n'ont pas de nation. Hein. Donc il y a ce contexte-là. Pourtant, il y a la guerre. Et à la fin de la guerre, on voit des destructions immenses. Les gens sont détruits. Et donc, il y a un bouillonnement très important qui conduit dans certains pays à des tentatives de révolution. Hein. La révolution de 17, par exemple, en Russie, mais aussi ce qui va se passer avec les spartakistes en Allemagne. En France, la situation est aussi très tendue. Et donc, évidemment, l'État qui a demandé aux gens l'impôt du sang, il va devoir donner une contrepartie, parce que sinon, la stabilité politique est remise en cause. Et cette contrepartie, ça va être les pensions pour les veuves, pour les anciens combattants, des lois qui vont permettre d'inciter au recrutement de mutilés de guerre. Hein. Donc les premières lois du handicap en France, ce n'est pas des lois sur le handicap, enfin, pour favoriser l'emploi des handicapés, ce n'est pas des lois sur les handicapés, c'est des lois sur les handicapés du fait de la guerre. Et donc, il va y avoir une distinction entre est-ce que vous êtes handicapé à cause de la guerre ou handicapé pour d'autres raisons. Et ceux qui sont qui ont le bénéfice de la loi, ce sont ceux qui sont handicapés du fait de la guerre. Sur les questions de l'aide à l'enfance, on va développer les facilités de prise en charge temporaire des enfants lorsque les parents ont des difficultés. Et donc, ce qui était autrefois perçu comme une libéralité de l'État, l'aide, c'est une libéralité, on va aider si on le veut bien et si comment dire, la personne qui demande de l'aide est méritante. Ce qui était une libéralité devient un droit. Il devient un droit à cause de la guerre, pas à cause d'un gentil débat à l'Assemblée nationale. Et sur ce qui m'intéresse, il va y avoir comment dire, le, le vote en 1928 et 1930 des lois d'assurance sociale, qui sont les fameuses lois qui vont rendre obligatoire pour la première fois la cotisation pour des caisses de santé et des caisses retraite. Alors on pourrait se dire, 1928, c'est un peu loin de 1918, qui est la fin de la guerre. Et effectivement, c'est un peu loin, mais pourquoi il y a tout ce délai? Ce délai est lié non pas à la mauvaise volonté des députés, parce qu'ils comprennent bien qu'il faut faire ces changements, il faut mettre en place ces nouvelles lois. La mauvaise volonté, elle vient surtout des acteurs qui sont censés mettre en place la loi, c'est-à-dire les mutualistes et les médecins, qui ne veulent pas du tout coopérer et vont freiner des quatre fers la mise en place de cette loi. Et donc on voit et c'est un peu la conclusion générale, c'est que en fait, l'État social, c'est pas quelque chose qui vient de la bienveillance de l'État. Des formes de protection sociale publique, on en avait besoin avant la guerre, mais on le fait après. Pourquoi? Parce que la guerre a rendu possible ce qui était autrefois impossible, parce que le bouillonnement était tel que c'était ça ou des troubles sociaux dont on ne sait pas ce que ils auraient pu donner. Oui, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces explications. J'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien t'interroger sur d'autres aspects, là, notamment sur la mise en place de la Sécu en 45, 46, etc., et les évolutions récentes. Mais je laisse les gens découvrir ça dans ton livre, parce que c'est très riche, et je pense que c'est assez clair la manière dont tu l'expliques, et qui étaient vraiment les deux angles que je voulais aborder sur la différence entre l'état social et la sociale d'un côté, et aussi l'idée que les acquis sociaux, et notamment au niveau de la sécurité sociale, se font par le compromis et non pas dans le conflit. Je pense qu'on a une bonne idée maintenant de pourquoi est-ce que ces deux idées sont un peu mythiques, en fait, ou des idées reçues, et qu'elles ne reflètent pas ce qui s'est empiriquement passé tout au long de l'histoire.
J'aimerais du coup peut-être essayer de tirer quelques conclusions avec toi de ton analyse, soit de tes travaux, et notamment revenir sur ce que tu disais, sur la manière dont toi tu te positionnes aussi en tant que critique, critique externe, sur le fait que, eh bien oui, l'autogestion est préférable en fait à la représentation au niveau du politique, de manière générale, mais sur, par exemple, l'administration donc de la sécurité sociale. Est-ce que tu peux rentrer en fait un peu plus dans le détail de ça et expliquer pourquoi en fait c'est préférable et pour qui en fait, puisque c'est intimement lié? Bien sûr. Et ça, c'est une question qui est très importante, hein. Préférable, il faut toujours poser les questions pour qui? Parce que, évidemment, si on considère qu'il y a un intérêt général, on pourrait considérer que c'est pour tout le monde. Si on considère, comme c'est plutôt mon cas, que il y a des intérêts qui sont toujours plus ou moins contradictoires, des gens gagnent, d'autres perdent. Euh, alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire concrètement, et notamment à partir de l'exemple de la sécurité sociale. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur le fonctionnement, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la sécurité sociale en 1945, c'est pas l'État social. C'est-à-dire que c'est dirigé par les ouvriers eux-mêmes. Alors, je passe sur les détails, mais globalement, euh, euh, si à Renault, il y a effectivement une nationalisation, pour prendre un exemple d'entreprise assez connue qui est nationalisée à cette époque-là, la Sécu, elle n'est pas nationalisée, elle n'est pas étatisée au sens où ce n'est pas le gouvernement qui dirige. Il y a une direction qui est ouvrière. Ouvrière parce qu'à l'époque, les cotisants, c'est les cotisants euh, euh, essentiellement ouvriers. Alors, qu'est-ce que ça change? En fait, ce qui naît en 45, c'est pas des formes de protection sociale publique. Il y en avait déjà, et on vient d'en parler, 1928. Ce qui change, c'est qu'elles soient gouvernées par les ouvriers, gouvernées par les intéressés eux-mêmes. Et parce que c'est gouverné par les intéressés eux-mêmes, ils vont pouvoir prendre des décisions qui vont être bonnes pour leur bien-être à eux. Euh, Avant-guerre, la loi de 1928 1930, elle donne le pouvoir de décision soit à des caisses départementales, donc l'administration euh, nommée par l'État, soit, et c'est le pouvoir le plus important, aux mutuelles. Mutuelles qui sont plus les mutuelles révolutionnaires, mutuelles qui se sont beaucoup assagies, qui représentent les notables, et mutualistes, pardon, qui dirigent l'institution, mais qui n'en bénéficient pas. Parce que ceux qui en bénéficient, c'est les cotisants. Les mutualistes, ils ne bénéficient pas de ces trucs-là. Le gouvernement de cette institution est extrêmement paternaliste. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas considérer comme un grand radical, c'est Pierre Larocque, c'est-à-dire le premier directeur de la sécurité sociale, un proche de Gaulle. Il le dit en 1945 quand il participe à la construction de la sécurité sociale auto-organisée, il dit que les mutualistes sont devenus progressivement des paternalismes. Ils ont produit une nouvelle forme de paternalisme social. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la vie des gens? Ça veut dire que les mutualistes, ils étaient dans une gestion des fonds où ils étaient suspicieux des gens qui demandaient leurs droits. C'est-à-dire, tu es malade, eh bien, est-ce que tu peux faire la preuve que tu es malade pour de bonnes raisons? Est-ce que tu n'es pas alcoolique? Est-ce que tu t'occupes bien de ta famille? Est-ce que tu n'as pas des comportements qui sont impropres à ta propre santé? Est-ce que tu n'abuses pas des droits qui te sont faits? Et donc, il y a une gestion très étriquée des fonds. Parce qu'il y a une forme de paternalisme social. Ce paternalisme social, il est celui des mutualistes, mais aussi celui des médecins et de tout un tas de gens qui sont censés gouverner la sécurité sociale. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi concrètement pour la vie de ceux qui sont censés avoir les droits? C'est que les conditions d'accès sont très dures. Avec la sécurité sociale de 45, dirigée par les ouvriers, c'est pas un nirvana. L'État est encore là. Il va encore essayer d'empêcher des développements qui seraient trop importants à son goût. Il décide encore de beaucoup de choses. Mais d'un point de vue de processus historique, la classe ouvrière dirige comme elle n'a jamais dirigé aucune institution du pays. Et ça va changer plein de choses, parce que tout ce paternalisme vole en éclats. Au contraire, on va faciliter l'accès aux droits. Comme ce sont les ouvriers qui dirigent les caisses, ils vont faciliter l'ouverture des droits, notamment en installant des guichets dans les entreprises. Et donc, plutôt qu'être obligé d'aller à la caisse, qui est la caisse du secteur, pour accéder aux droits, il suffit d'aller dans l'entreprise, c'est beaucoup plus facile. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue d'accès aux droits, ça change beaucoup de choses. La personne qui nous reçoit,
elle a des instructions. Alors, c'est souvent un travailleur de la Sécu. Donc, c'est quelqu'un qui obéit à des instructions. Sauf que ces instructions, elles viennent pas des mutualistes, elles viennent pas de l'État, elles viennent d'autres ouvriers qui dirigent ces caisses et qui disent, bah, de toute façon, voilà, les gens ont droit, bah, donnez-leur leurs droits. On va pas discuter ça 105 ans. On va pas essayer de se poser la question de savoir si ces gens sont méritants. Est-ce qu'ils méritent leurs droits? Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est sûr, ne serait-ce que l'accès aux droits. Ensuite, il y a l'utilisation des fonds. Alors, l'essentiel des fonds, ce sont des fonds dont l'utilisation est préengagée, c'est-à-dire qu'on sait à quoi ça va servir. Bah, les retraites, quand on cotise pour des retraites, on sait que c'est pour des retraites. Les services de soins, bah, globalement, voilà, il n'y a pas vraiment des marges de manœuvre très importantes, mis à part sur l'accès, comme je viens de le dire. On peut faciliter ou durcir l'accès. Par contre, toute une partie des fonds, elles étaient destinées à des œuvres sociales ou à de l'initiative des caisses. Alors, c'est pas c'est pas l'essentiel des fonds, mais c'est une partie qui est significative. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire les ouvriers? Bah, ils vont faire des choses qu'ils n'ont jamais eu auparavant, qui vont améliorer leur vie. Ils vont financer, par exemple, des vacances pour les enfants. Ils vont financer la construction de biens collectifs qui vont leur améliorer leur vie, par exemple des bains-douches, ce genre de choses. Dans un contexte où les médecins libéraux refusent de participer à la Sécu, ils vont faciliter le développement des maisons de santé. Donc une forme nouvelle de production des soins de santé. Alors nouvelle au sens où, par rapport au libéralisme, c'est assez nouveau. Enfin, ces trucs-là naissent dans les années 20, dans les années 30. Mais avec la Sécu, avec les fonds qu'elle a, elle va pouvoir prêter de l'argent pour construire des maisons de santé, faire donc des prêts à taux zéro, donner de l'argent, subventionner cette nouvelle forme de médecine qui permet quoi? Bah, qui permet aux gens d'accéder aux soins, alors que les médecins libéraux refusent d'avoir un tarif opposable et c'est très dur d'accéder à un médecin libéral. Je passe les détails. Mais voilà ce que ça veut dire. Quand on dirige, on prend les décisions qui sont bonnes pour nous, bien sûr, mais plus largement pour les gens qui nous ressemblent. Et donc, évidemment, là, comme ce sont les ouvriers qui dirigent, ils vont faire des choses qui sont bien pour eux. Et on pourrait se poser des questions pour aujourd'hui. Nicolas, une fois qu'on s'est dit tout ça, euh, quelle perspective ça offre par rapport au futur de la sécurité sociale? Tu le disais un petit peu en introduction, et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir baigné dans ce discours de trou de la sécu, de problème de la sécu, de financement de la sécu, depuis que j'ai un souvenir. Ça me fait penser à des chansons des années 90, faut boucher le trou de la sécu en fumant ton tarpé, tu vois. Donc déjà, c'était quelque chose qui a 30 ans finalement était au cœur des discussions politiques. J'ai l'impression qu'on n'en a pas trop changé. Pourtant, il y a beaucoup de réformes. Actuellement, on l'a dit, c'est la réforme des retraites, ce qui fait partie de la sécurité sociale. Mais il y a d'autres réformes qui sont faites. Vers où va-t-on et qu'est-ce que ça dit du futur de la sécurité sociale en France? Je pense qu'il est important d'insister sur le fait que tout ça ne date pas de 30 ans, de 20 ans. Les discussions sur le trou de la Sécu, même si c'est pas formalisé comme ça, si c'est même pas euh, explicité comme ça, elles datent du début de l'institution. Si je prends juste la Sécu, 1945, les ordonnances qui fondent la Sécu telle que je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, 1949, première campagne d'information et de déstabilisation de la part de la presse pour dire que tout ça coûte trop cher et que les milliards valsent au détriment des contribuables. Et donc, premier gros débat à l'Assemblée pour dire la Sécu, stop ou encore. Donc, ces questions-là, j'y reviens beaucoup dans le bouquin, elles sont assez transversales et ce qui permet toujours de comprendre les évolutions, c'est l'intensité de la conflictualité sociale. Tant que la conflictualité sociale permettait de résister à ceux qui veulent changer le fonctionnement de la protection sociale, eh ben, on est resté avec une protection sociale autogouvernée. Et en fait, ce qui s'est passé progressivement, c'est que euh, la sociale a été réappropriée par l'État social. Et les premières réformes du gouvernement, c'est pas des réformes pour faire des économies, c'est des réformes pour récupérer le pouvoir. Et c'est parce qu'il a récupéré le pouvoir, alors je parle de ça dans le détail avec le bouquin, hein, c'est des réformes autour de 67, 95, déjà des ordonnances, déjà du 49.3, des trucs pas très sympathiques, hein. Le conflit est perpétuel dans la Sécu. Euh,
eh bien, il reprend le pouvoir d'abord. Et c'est parce qu'il a le pouvoir qu'il peut imposer sa conception de la protection sociale. La conception de la protection sociale des ouvriers en 1945, c'est faire de la médecine de la médecine de centre de santé. La conception de l'État, c'est de faire de la médecine libérale, parce que ça paraît beaucoup plus facile de développer le marché. Et quand l'État se réapproprie euh, la sécurité sociale, il peut encore plus avoir à sa main la politique de la Sécu qui devient chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins, chacun cotise selon ses moyens et selon ses capacités à frauder euh, ou à défiscaliser et reçoit en fonction de son niveau de risque. Donc il y a un changement de la logique de la protection sociale, la logique économique, qui n'est possible que parce qu'ils se sont réappropriés l'outil d'un point de vue politique. Et en faisant ça, on arrive progressivement à une alliance entre l'État social et le capital qui met en place tout un tas de marchés qui sont des marchés rentiers. Par exemple, les complémentaires santé, dont on sait qu'elles ne sont pas très efficaces, au contraire, et très inégalitaires. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, qui est une des industries les plus rentables dans le monde parce qu'elle est solvabilisée par l'État social. Les cliniques, on pourrait dire des choses semblables. La financiarisation de la Sécu, la Sécu, c'est un très bon placement pour les financiers. Bon. Eh bien, tout ça n'est possible. Pourquoi? Que parce que c'est l'État social qui décide. La question est de savoir, mais finalement, est-ce que si c'était les classes populaires, est-ce que si l'organisation de la protection sociale était beaucoup plus démocratique, donc par exemple par le bas, avec une décision populaire organisée d'une manière ou d'une autre, pas forcément sur le modèle du 45, peut-être quelque chose qui soit plus à même de prendre en compte les enjeux d'aujourd'hui, est-ce qu'on accepterait collectivement un système avec des complémentaires qui, coûtent un pognon de dingue. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nous dit que les complémentaires, elles nous font dépenser en pure perte 5 milliards d'euros par an. 5 milliards d'euros par an, pour avoir un ordre d'idée, c'est le niveau d'investissement du Ségur de la santé sur 5 ans. D'accord? Pareil pour l'industrie pharmaceutique. Est-ce que si ces choses-là étaient dirigées de manière plus populaire, plus démocratique, est-ce que, et non par des technocrates, non par des gens qui sont très liés à l'État, et donc dans des systèmes de pantouflage, est-ce qu'on accepterait toujours une industrie pharmaceutique fondée sur le brevet et qui produit des médicaments dont finalement peu sont des découvertes fondamentales? Donc l'avenir de la Sécu, c'est quoi? L'avenir de la protection sociale, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Si c'est toujours l'État social qui décide, il n'y a aucune raison qui se fâche avec ses alliés politiques et économiques, aucune raison qui régule l'industrie pharmaceutique. Grand gagnant de la pandémie, c'est l'industrie pharmaceutique. Aucune raison qui se fâche avec les complémentaires santé. Aucune raison qui se fâche avec la médecine libérale ou bien avec les cliniques. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun intérêt à faire ça. Ce sont ses alliés qui permettent de développer des marchés à l'abri de la concurrence et à l'abri des sanctions démocratiques. C'est pour ça que l'enjeu, c'est de réussir à conflictualiser à nouveau la sécurité sociale. Conflictualiser pour récupérer le pouvoir. Alors bien sûr, si on arrive à gagner certaines réformes progressistes d'un point de vue économique, c'est bien. Mais le problème, c'est bien qu'on est dans une situation où une minorité de gens sont en capacité d'imposer des choses contre une majorité de gens. Les complémentaires, finalement, il y a une très large partie de la population qui est assez défavorable aux complémentaires parce qu'ils savent que ça coûte cher, ils savent que c'est inégalitaire. Et ils sont favorables à la sécurité sociale. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de révolte fiscale dans la population. Les études de l'adresse disent que les gens sont prêts à cotiser un peu plus. Évidemment, pour la Sécu, pas pour d'autres trucs. Donc, l'enjeu, à mon avis, et c'est ça que... Alors, c'est peut-être naïf, évidemment, pour les gens qui nous écoutent, mais l'enjeu, et ce que j'ai découvert dans le cadre de cette recherche, c'est que notre problème, c'est pas un problème financier. De l'argent, il y en a. Peut-être pas assez dans certains endroits, bien sûr, mais c'est surtout la façon dont il est organisé, la façon dont il est réparti. C'est parce que politiquement, certaines classes sociales, certains groupes sociaux ont le pouvoir, qui peuvent mettre beaucoup d'argent dans l'industrie pharmaceutique et beaucoup moins dans l'hôpital privé, dans l'hôpital public, pardon, qui peuvent mettre beaucoup d'argent dans les complémentaires santé, ou nous a imposé à en mettre, parce que c'est de l'argent privé, mais il nous impose à mettre de l'argent là-dedans, en rendant obligatoire les complémentaires santé maintenant, plutôt que de faire autrement. Et si tout ça est possible, c'est bien parce que en France, durant la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu un processus de dédémocratisation, quel que soit le concept de la démocratie qu'on utilise, avec la Ve République,
où le rôle de l'Assemblée, on le voit de plus en plus. C'est un rôle de chambre d'enregistrement, mais aussi sur les questions de démocratie sociale. Et moi, c'est mon sujet, c'est la sécurité sociale, qui était un outil, un outil contrôlé par les intéressés, qui l'est de moins en moins. Et en fait, qui l'est même plus du tout. Donc, pour bien que la dédémocratisation permet d'imposer un système économique, un système rentier, au bénéfice de certains et au détriment du plus grand nombre. Donc, l'avenir de la Sécu, c'est remettre en cause ça. Et on voit bien en fait que ce modèle d'organisation et de politique et de gestion, il est très influencé aussi par une idéologie derrière, hein, mais qui est la même que tu citais en fait au début du 19e siècle. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression, plus je fais des épisodes, plus c'est toujours ça qui revient en fait. C'est l'idée qu'il y a des sachants qui savent beaucoup mieux ce qui est bon pour les intéressés, parce que au final, les pauvres ne savent pas vraiment ce qui est bon pour eux, ou les non-instruits ne savent pas ce qui est bon pour eux, donc il faut qu'on leur dise, il faut qu'on les aide. C'est vraiment ce principe-là qui est au cœur en fait de ce mode de pensée et qui a une certaine forme de paternalisme, hein, en fait, mais qui derrière cache une certaine volonté de garder le pouvoir. Et tu vois, plus j'avance aussi dans ces idées de déconstruction, hein, de l'idéologie capitaliste néolibérale au fur et à mesure des épisodes, et plus je suis révolté, très, très honnêtement. Et du coup, j'ai un peu cette question aujourd'hui, tu vois, qui revient sur l'idée du compromis, du conflit, etc., où on dit, voilà, faut discuter, faut essayer d'imposer pacifiquement, de parler pacifiquement. Euh, mais aujourd'hui, je redis, hein, 29 mars 2023 en France, le ministère de l'Intérieur vient de dissoudre l'association Les Soulèvements de la Terre, qui avait organisé la manifestation des méga-bassines de Sainte-Soline. Des armes de guerre, certaines grenades ont été utilisées contre les manifestants. Amnesty International vient d'alerter, les Nations Unies et la Ligue pour les droits de l'homme également. On est dans une situation qui est extrêmement tendue et où l'État se fait de plus en plus autoritaire. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous reste en fait pour essayer de récupérer une certaine gouvernance sur la société et ne pas rentrer en fait dans un autoritarisme pur et dur d'une certaine classe? Alors, en tant qu'universitaire, je ne peux pas dire comment on fait. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas capable de savoir comment va se dérouler l'avenir en fonction des décisions qu'on pourrait prendre en tant que collectif militant. J'aimerais pouvoir le savoir, hein, parce que du coup, en tant que militant moi-même, je le ferais. Mais en fait, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire du point de vue de l'universitaire, c'est que effectivement, ce qui se passe en ce moment avec la répression euh, contre la réforme des retraites, la répression contre les mouvements écologistes, qui n'est pas neuve, hein. Ce qu'on peut dire, c'est que on voit ce que beaucoup de gens disent depuis longtemps. C'est-à-dire que l'État, en tant que forme politique, c'est pas quelque chose qui est très démocratique. Et que finalement, ce qui se passe actuellement n'est pas quelque chose de très étonnant, au sens où, puisque progressivement, certaines catégories de la population se sont accaparées la décision politique, l'ont mise au service de leurs intérêts économiques, il n'y a aucune raison qu'ils reviennent spontanément en arrière. Euh, et évidemment, on pourrait s'attendre à ce que dans une démocratie libérale, comme on appelle ça habituellement, eh bien, des gens se scandalisent du fait qu'il y ait des manifestations qui sont interdites. Il y a des gens qui ont eu des PV dans Paris et ailleurs parce que ils étaient sur des lieux de manifestation interdites, hein, ça c'est très récent. Et des gens qui se font brutaliser par la police. Beaucoup de gens pourraient comment dire, se scandaliser de cela. Néanmoins, alors il y a des gens qui le font, hein, mais néanmoins, les classes dirigeantes, en fait, bah, elles voient pas ça comme ça. Elles voient ça simplement comme la défense de leurs bons droits. Et leur bon droit, c'est elles ont gagné des élections et elles font ce qu'elles veulent. Parce que l'argument, c'est puisque c'est légal, alors c'est démocratique. Et on voit bien que tout ça n'a pas de sens, hein. C'est pas parce que c'est légal que c'est démocratique. L'ancien régime, avec les seigneurs, c'était un régime légal. L'Empire, c'était un régime légal. Enfin, je veux dire, le- le- l'argumentation c'est légal, c'est démocratique, elle n'a absolument aucun sens. Mais ce qu'elle cache ou ce qu'elle révèle, c'est le fait que voilà, une classe sociale a du pouvoir
elle refuse qu'on remette en cause son pouvoir. Elle refuse les autres formes de légitimité du pouvoir. Historiquement, c'était pas toujours comme ça. Et la raison pour laquelle c'est de plus en plus possible, c'est parce que justement, il y a eu un processus historique dans lequel les pouvoirs de la démocratie au sens du gouvernement représentatif ont été réduits. Hein. Donc on voit bien que c'est de plus en plus difficile de jouer, son travail d'opposition ou d'initiative dans l'Assemblée nationale. Dans la démocratie sociale, les syndicats ont de moins en moins de poids, et c'est pas parce que ils s'en sortent pas ou qu'ils font n'importe quoi. Il y a probablement de ça, mais c'est aussi parce qu'il y a une longue lutte pour délégitimer le syndicalisme en France. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit bien que l'État refuse de prendre en considération ce que disent beaucoup de citoyens. De l'autre côté, les formes traditionnelles de lutte sont elles aussi complètement délégitimées. Nécessairement, il y a des gens qui se radicalisent. Et c'est ce qu'on voit à gauche ou à droite, c'est-à-dire des gens qui considèrent que il faut relancer un conflit extrêmement violent contre l'État, que ce soit d'un point de vue intellectuel, penser le contre l'État, c'est ce que je fais, ou d'un point de vue matériel. Et c'est ce qui se passe avec notamment ce qu'on appelle le Black Bloc. Face à cette situation où, encore une fois, comme au début du 19e, c'est ce que je racontais au début du podcast, vous avez un État qui ne cherche pas à prendre en considération ce que veut la population, et vous avez un capital qui lui aussi ne cherche pas à prendre en considération ce que veut la population, eh bien, il faut s'auto-organiser. Et donc, ces formes d'auto-organisation, elles ont vocation, et ces formes de conflictualité, à mon avis, elles ont vocation à se développer. Est-ce que ça va permettre d'améliorer la situation? J'en sais rien, mais en tout cas, je comprends très bien les gens qui s'y investissent. Merci beaucoup Nicolas. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, de conférences, de podcasts ou autres pour nous aider justement à penser ces questions? Sur les questions démocratique, enfin, je veux dire, j'ai lu beaucoup de bouquins récemment pour ces travaux sur des bouquins d'historiens, par exemple des gens comme Noiriel, comme Howard Zinn, qui est très important, euh, quelqu'un comme Hobsbawm sur le Lyon 19e siècle. Donc, c'est des gens qui, dans des formats qui sont soit très, très généraux, soit très particulier, essaie de montrer les évolutions des formes du politique. Euh, Après, il y a plus récemment des gens comme Hayat, Larère, Bantigny, qui essaient d'expliquer à quel point les mouvements sociaux sont une forme légitime et nécessaire de la production de nouvelles institutions. Donc là, c'est pour en rester au sujet, au sujet de l'importance des mouvements sociaux. Il y a aussi les bouquins de Daniel Tatarowski qui travaille sur la question de la rue et l'importance politique de la rue. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'on a beaucoup à avoir en tête, sachant que en tant que citoyen, on est, enfin en tant que citoyen, en tant que, comment dire, qu'élève dans l'école publique, on est souvent uniquement confronté à une conception de la citoyenneté qui relève du légal et qui relève de l'électif. Bon, tout ça permet de nous dessiller très largement sur les enjeux réels, qui sont des enjeux très conflictuels en fait. Voilà. Bon, je donnais quelques noms, après j'aurais pu en donner d'autres. Non, mais c'est Voilà. super. Merci beaucoup Nicolas. Et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation et puis à très bientôt. Et puis longue vie au podcast, hein. Alors, je n'ai pas tous écoutés, mais ceux que j'ai écoutés sont très bien, notamment celui avec Benjamin Lemoine. Là, j'ai fini de l'écouter la semaine dernière, qui est vraiment, vraiment excellent. Merci à toi. Merci beaucoup.